Sweet. C'est parti, les amis? Parfait. Right. Bon. Bienvenue tout le monde. Merci d'être venu, comme je disais avant le rec. Pour commencer ces émissions... Relax, Frank, t'es pas à TV. Pour commencer ces shows-là, j'aime tout le temps ça dire merci au monde qui ont contribué activement à Ça se passe. Fait il y a 3 gros merci à dire pour ce mois-ci puis ce show-ci. Le premier merci, il va être à Missive. Les gars de Missive, l'équipe de Missive sont à Québec. C'est un email client et plus. Là, c'est une plateforme de communication collaborative qui vous permet de gérer support, teamwork, SMS, DMs, un paquet de canaux différents ensemble. Nous, on l'utilise, on a des clients qui trippent, autant chez Ça se passe que Grip, puis avant chez Snipcart. Puis après, je dirais, 7 au moins mentions gratuites sur le podcast. Missive ont décidé de commanditer Ça se passe avec une job du mois. La job du mois chez Missive, ça se passe. La job du mois, ça se passe. C'est en octobre chez Missive. Ils sont à la recherche d'un programmeur senior, back-end ou full stack. Fait qu'il y a Phil qui est là, il y a Raph, le CTO aussi, avec qui j'ai fait l'entrevue, qui est pas loin. Il lève sa main en arrière. Un beau grand bonhomme avec des lunettes. Si jamais vous connaissez du monde ou que vous êtes intéressé, allez parler aux gars. Merci beaucoup à Missive. Sinon, je veux dire un gros merci à l'équipe de Jameo aussi. Donc, Jameo, c'est des vêtements d'équipe, des vêtements de compagnie hyper personnalisés, de qualité, éthique, durable. Il y a des hoodies, des t-shirts, des snap, mock neck, polar, des tucs. Je suis comme bundle toutes les... C'est une nouvelle idée de ligne de produit, les gars. Mais moi, je suis un client satisfait de Jameo aussi. Toutes les hoodies, ça se passe. Il y a une couple de personnes qui le rock ce soir. Ça vient de chez Jameo. J'adore ça. Il y a un service de design gratuit qui vient avec Jameo. Si vous commandez avant le 20 octobre, l'équipe de Jameo ont fait une promo. C'est-à-dire que si votre première commande sur Jameo, il y a un 200$ gratuit qui est appliqué lors du checkout. Et puis ça marche avec un discount code. C'est la première fois que j'ai un discount code, mesdames et messieurs. Alors, je suis très content. Hein? C'est François Lantinado. Non, c'est... Ça se passe, SASPASSE. Il y a Benoît qui est là. Les gars sont dans le fond là-bas. Ils ont du gear Jameo. Vous allez pouvoir les reconnaître. Sérieux, check it out, jameo.com. Fuck, j'ai eu peur de me chier de domain extension. Puis last but not least, Equisoft. Tout ce que vous voyez ici, ça a été organisé par Equisoft. La bouffe, les drinks, les espaces. J'ai eu une aide incroyable de la team. Puis François a décidé aussi de s'impliquer et de donner de son temps. Fait à la gang d'Equisoft à Québec, juste comme merci beaucoup d'organiser ça. Fait que merci à tous les sponsors. Je pense que tu as oublié un remerciement. Oui? Aurais-je oublié un remerciement? Non, mais c'est de moi. Dans le fond, ce que je voulais dire, merci de m'inviter, mais aussi merci d'organiser ça parce que j'en parlais avec quelques-uns ici ce soir, là, mais je me rappelle quand on montait Chronos, j'avais une communauté d'entrepreneurs techno de Québec, puis on se soutenait beaucoup, puis je pense que ça s'est perdu au fil des années. Ouais. Puis t'amènes via Ça se passe, puis via des événements comme ça, cette communauté-là. Puis je vois plein d'entrepreneurs de logiciels SaaS que je connais pas, une nouvelle génération. Mm. Puis je pense qu'il y a beaucoup de besoins de s'entraider. Puis tu es une courroie exceptionnelle. Fait que Ça se passe, je pense que c'est plus grand que juste un podcast ou tes activités. C'est vraiment une communauté qu'il faut créer. Ouais. Puis ça, je le salue. Puis merci, félicitations. Man. Je le prends à 100%. J'apprécie... Oh! All right, le promis, il n'y a plus d'applaudissements à faire jusqu'à la fin. On commence ça, ce show-là, mon gars. Let's go. François Levasseur, vice-président aux acquisitions et fusions chez Equisoft. J'ai-tu dit le titre de la bonne façon? Acquisition et partenariat, oui. Acquisition et partenariat. Exact. Tu te rappelles-tu comment on s'est connus? Oui, tu me l'as rappelé tantôt, mais... Comment il faut pas que ça fasse? Je suis un professionnel, laisse-moi aller. Non, on s'est connus il y a longtemps. Dans le fond, c'est qu'il y avait une entreprise de Québec qui avait lancé un produit qui s'appelait Snipcart. Mm-hmm. Puis, je connaissais un peu les gars de Spectrum qui étaient derrière la plateforme. Puis, tu sais, j'avais aucun doute que le logiciel allait être sur la coche, puis tout ça. Mais pour qu'un logiciel SaaS fonctionne, surtout quand tu fais des clients à l'international, ça prend des gars d'SEO, des gars qui ont ce talent-là, puis cette expertise-là. Puis, quand tu es arrivé, je dis OK, là, tout est là pour que ça lève. Puis, j'étais curieux de rencontrer qui tu étais, parce que je te connaissais un peu de réputation, puis je voyais ce que tu faisais. Puis, j'ai dit, il faut que j'aille y parler pour voir c'est quoi son mindset, puis comment il travaille le SEO chez Snip.
Puis voilà, des années plus tard, on se retrouve sur un podcast ensemble. Puis, en fait, je me rappelle, pour être 100% honnête, ça a été un des moments dans ma carrière où mon syndrome de l'imposteur était à son apogée. Parce que j'étais dans une petite salle dans vos anciens bureaux sur Saint-Jean, chez Chronos à l'époque. Puis c'était Kevin, ton dos de SEO, puis il y avait toi qui étais là, puis qui me disait comment tu fais pour scaler le trafic chez Snipcart? Puis la vérité, c'est que j'avais aucune idée comment je faisais. J'essayais de faire du contenu, j'essayais de mettre des mots-clés à des places here and there, puis tranquillement, j'avais Charles McLaughlin-Piché, qui est mon mentor en SEO, puis mon partner dans Grip aujourd'hui, merci Charles, qui m'apprenait tranquillement le SEO, mais le temps que moi j'apprenne puis que j'implémente, ça a pris une couple d'années. Fait que c'était très intuitif au début. C'est devenu un système, c'est devenu un skill, puis tu sais, on a scalé la compagnie avec ça, mais ouais, c'était pas facile pour moi d'essayer d'expliquer comment je fais alors que j'avais aucune idée. Ça marchait, il faut voir, parce qu'on le voyait de l'externe, puis souvent c'est ça, tu dois te faire valider par un peu l'externe pour enlever le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais moi, j'étais un bon conteur d'histoire, dude. Fait que de l'externe, ça paraît souvent. Tu m'as bullshité pendant toute notre rencontre. OK, c'est bon à savoir. François, tu veux-tu nous faire un mini recap de ton parcours qui t'a amené jusqu'ici pour qu'on ait un highlight de ta carrière, ce qui t'a amené là? Oui, bien, dans le fond, là, je suis en charge des acquisitions chez Ecosoft, qui est une compagnie, on va en parler un peu tantôt, d'une envergure internationale, mais canadienne. Puis, je viens pas du côté business, moi, je viens du côté plus technique. Donc, j'ai commencé comme probablement plusieurs d'entre vous ici, là, en informatique, avec une passion pour le développement logiciel, la réseautique, téléphonie IP. J'étais aussi un hacker du côté White Hat. Ouais. Puis j'avais aussi des valeurs. Puis assez jeune, même à 14-15 ans, je savais que je voulais vivre selon certains principes de vie, comme, bon, toujours apprendre, toujours... le travail, c'est important pour moi, puis l'indépendance. Puis l'indépendance vient aussi par l'indépendance financière. Fait que, rapidement, je savais que je n'allais pas être employé là, toute ma vie. Donc, dès l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à faire des petits logiciels que je vendais en ligne. Fait que là, ça se vendait pas. Une vente en Australie, une autre vente à gauche et à droite. Puis quand le web transactionnel est arrivé, j'ai commencé à faire des sites web qui ont commencé à générer des sous. Donc, j'ai appris avant le SEO. Le SEO. Puis, j'ai commencé à générer du trafic, puis à générer des sommes en ligne. Puis, fait que j'aimais ça. Puis, après mes études, j'ai rencontré 3 personnes. Puis, on a fondé une compagnie d'analyse de données pour les logiciels de gros systèmes téléphoniques. Fait qu'encore du côté technique, j'ai touché un petit peu à l'entrepreneuriat. Puis, je me suis joint à Chronos en 2004. On a développé des plateformes pour les conseillers en sécurité financière. De fil en aiguille, j'ai un peu laissé aller le côté technique pour le côté vente, stratégie, direction. Pour éventuellement me joindre à Ecosoft et tomber dans le monde du M&A. 2 choses. Premièrement, que tu aies des valeurs aussi bien définies à 14 ans, ça m'impressionne. Moi, mes valeurs, c'était d'essayer de fumer le pot le moins cher possible. Fait que, mais deuxièmement, je me demande un peu plus sérieusement si ça te manque de coder et de te salir les mains des fois aujourd'hui ou tu es comme ailleurs à plein de... C'est tellement une bonne question. Honnêtement, là, puis sérieux, je réfléchis beaucoup à ça. C'est comme des phases dans la vie. Là. J'ai une phase très technique, une phase entrepreneuriat, puis là, chez Ecosoft, on s'amuse, il y a des défis exceptionnels, mais des fois, je pense, moyen-long terme, est-ce que, tu sais, coder, là, oui, je m'ennuie, puis je code des fois la fin de semaine plus en Python, là, donc c'est le fun, puis c'est comme simple, mais, tu sais, travailler dans de l'abstrait, donc des transactions financières, donc sur papier, tu crées de la valeur, ou travailler sur des logiciels où tu codes, mais tu ne peux pas toucher, sentir, goûter ce que tu fais nécessairement. Puis, fait que ce qui me manque, c'est pas tant faire du code, c'est plus de dire peut-être qu'un jour, après ma carrière, avoir une entreprise où je crée quelque chose qui est tangible. Là. Dominic Brown a fait ça avec Chocolat Favori. Il y a François Lambert qui a fait ça avec le sirop d'érable. Ça m'inspire beaucoup. Je me dis un jour... Presque la compote de pommes. Ouais. La compote de pommes, c'est pas à l'érable, là, mais pas au chocolat non plus. Il va falloir que je trouve quelque chose à gingembre. Ou, je sais pas. C'est très cool, man. Ouais. C'est drôle, c'est un pattern que j'ai vu chez certains professionnels tech, entrepreneurs tech de « Hey man, je trippe à avoir un hobby ou quelque chose d'autre qui est matériel, qui est dans le monde physique, que je peux voir, toucher concrètement. » On est chez Ecosoft. Il y a plein de monde qui savent c'est quoi. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont pas trop sûrs exactement de qu'est-ce que ça mange en hiver avec Ecosoft. Tu veux-tu nous faire un petit TLDR? Yes. Ecosoft est une compagnie qui développe encore des systèmes pour les conseillers en sécurité financière, donc gestion clientèle, analyse de besoins financiers. Donc, les clients, c'est principalement des gens de l'industrie de la finance.
Ecosoft, dans le fond, existe depuis quand même plus de 15 ans, plus de 20 ans maintenant. On a monté ça de rien avec mon associé de l'époque. Puis, j'ai vécu... Là, je vais faire un petit shout-out. On a le droit ici de name-dropper? Dude, ça se passe, c'est le festival du name-dropping, là, let's go. Puis, c'est ça la période la plus belle de ma vie, quand tu montes une compagnie de zéro, puis il y en a plusieurs qui le font. Là, tu commences 3-4 employés, puis là, ça... Là, on parle de Chronos, là. Oui, des Chronos. OK, c'est bon. Des défis de croissance. Puis, je pense que c'est important, c'est d'avoir une belle équipe. Puis, j'ai vécu les plus belles années de ma vie avec une équipe de gestion que tu connais. Mon équipe exécutive, c'était... il y avait Mathieu chez Didact qu'on a créé avec Hook, Boo. Mais non, c'était... Après ça, j'avais Émilie au marketing qui est là ici, avec qui tu as travaillé. Il y avait Marie-Christine qui est encore ici. Christine, un CFO avec Pascal qui était exceptionnel. Puis évidemment, la perle des perles, Claudia, avec qui tu as travaillé aussi, qui est ici ce soir. Ouais. Claudia m'a aidé beaucoup. Claudia sur le podcast, si ça vous intéresse. Émilie aussi, Mathieu aussi. Fait qu'à guess que mon but, c'est juste de suivre Frank, pogner le monde comme invité pour aller sur le... Non, mais écoute, c'est une période exceptionnelle. C'est comme l'équipe canadienne de hockey. Il n'y a rien qui pouvait nous arrêter. Fait que c'est un peu ça, Chronos. Puis vous sentez un petit peu la vibe de création, d'innovation. Ça a toujours été dans nos valeurs de développer des solutions innovatrices. Puis on a réussi à conquérir le Canada avec nos produits. Puis aujourd'hui, on est plus à l'international, fait qu'on commence à s'exporter aux États-Unis. Chronos, qui était cette compagnie-là qui a été achetée par Equisoft en 2018. Oui. Right? Fait que tout est basically passé à travers une fusion et une acquisition. Yes. T'as-tu l'impression qu'aujourd'hui, dans ton rôle de VP à l'acquisition et au partenariat, ça t'aide, ça? Oui, vraiment. Parce que pour la petite histoire, on a transféré Chronos dans Equisoft, qui je t'en parle un peu. Oui, vas-y. Oui, parce que vas-y. Dans le fond, Equisoft est une compagnie basée à Montréal. On a des logiciels pour les back-office en assurance, les services financiers. Donc, toute la chaîne de livraison de police d'assurance de personnes, on la gère. On est présent dans 14 pays. On a des bureaux à Montréal, Québec, Philadelphie, dans les Caraïbes, Chili, Mexique, Colombie, Australie, Afrique du Sud, Angleterre. C'est ça. Donc, en 2018, j'étais dans un management buyout, en tout cas, rachat d'associés. Puis, il y a eu une opportunité de transférer avec Ecosoft. Donc, quand tu vis une transaction, puis tu l'as vécu, puis il y a plusieurs personnes ici qui l'ont vécu, c'est un peu un traumatisme où tu vis dans une intensité complètement ou dans une bulle là, qui est difficile à décrire quand tu ne l'as pas vécu. Mais ce qui arrive, c'est que tu as comme l'impression que tu es seul, puis tu es la première personne au monde à vivre ça puis à passer au travers. Fait que moi, je l'ai vécu comme vendeur, puis je me suis dit, bon, je suis unique dans le monde, puis j'ai vu quelque chose d'exceptionnel, mais en réalité, là, je suis du côté de l'acheteur, puis j'ai fait plusieurs transactions avec Ecosoft, puis je vois les patterns qui se répètent. Donc, ça m'aide beaucoup à accompagner peut-être les vendeurs avec qui je travaille puis qu'on amène chez Ecosoft pour peut-être leur faire voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis peut-être certains ou certaines peuvent être surpris de comment ça se fait qu'ils devinent la prochaine étape. Bien, c'est que les patterns, on les voit régulièrement. Fait que ça m'aide beaucoup dans ce niveau-là pour comprendre la psychologie de l'autre côté puis les besoins puis les motivations. De l'empathie aussi, je pense. Puis l'empathie. Tu sais, j'ai pas un background d'investment banking ou en droit, fait que, tu sais, j'ai beaucoup l'humain en tête quand je fais une transaction et non pas... Tu peux être très froid dans une transaction, là, mais quand tu travailles avec des founders, c'est l'inverse. Il faut que tu sois vraiment humain puis tu les comprennes, que tu sois patient. Tu sais, man, depuis qu'on a lancé Ça se passe, puis même, je te dirais à un certain point, depuis qu'on a vendu Snipcart avant, il y a un paquet de founders qui viennent me voir puis qui me disent comment ça s'est passé ta transaction, où est-ce que tu as négocié, combien de temps ça a pris, qu'est-ce qui était tough, qu'est-ce qui était facile. Je me fais poser un paquet de questions, puis on en parlait, toi puis moi, on s'en est parlé, évidemment, tu m'as aidé à différents niveaux dans ma carrière. On s'en est parlé offline, mais je pense que c'est un petit peu confus, le processus d'une acquisition d'un SaaS. Autant des deux côtés. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça que tu me disais toi-même, en fait, qui arrive dans le processus, puis que dans le fond, ils n'ont aucune idée des termes qui vont se passer, des étapes qui vont se passer. Puis ça peut être intimidant, puis des fois, ça te fait des blindsides que tu ne vois pas venir, puis ça fuck ton énergie. En tout cas, fait que tu veux-tu nous faire une genre de base, un peu de chronologie ou de... Ça ressemble à quoi les bases d'un process d'acquisition? Yes.
Puis c'est peut-être des termes qui vont revenir, mais normalement, un processus d'acquisition, supposons que vous êtes propriétaire d'une compagnie logicielle puis vous voulez la vendre, ben, vous pouvez directement vendre un stratégique puis négocier vous-même avec une équipe de professionnels, donc avocats, comptables, fiscalistes. Stratégique, tu veux dire un acheteur stratégique? Ouais, vous pouvez la vendre vous-même. Normalement, ce que les gens font, ils vont voir un broker, un courtier qui est spécialisé dans la vente d'entreprise. Puis là, le processus, si on fait ça très, très simple et très court, ben, le courtier va travailler avec vous pour faire un teaser, qui est un document de 2 pages anonyme, qui décrit un peu l'entreprise, les revenus, puis on nomme pas l'entreprise. Puis là, le teaser, ensuite, va être envoyé dans un réseau. Donc, puis moi, ben là, dans mon travail, je suis connecté à ce réseau-là. Puis le teaser va aller se promener auprès d'acheteurs potentiels qui vont pouvoir définir, bon, j'ai-tu un intérêt pour ce type de profil-là? Ce qui est quand même drôle, c'est que ça arrive de temps en temps. J'ai des teasers de compagnies de Québec, puis je vois ça, je dis, ah, c'est la compagnie d'un tel, ça, puis je devrais pas avoir ça, mais c'est tellement un petit monde. Qui me tease. Ouais. Fait que tu fais un teaser, tu envoies ça dans l'univers, puis là, ça revient avec des acheteurs potentiels qui démontrent un intérêt. Puis là, souvent, le courtier va partager un process letter qui dit, ben c'est quoi les qu'on attend comme offre, qu'est-ce qu'on veut dans l'offre, c'est quoi le timeline. Puis, il y a un NDA qui va être signé. Puis ensuite, le broker va préparer un SIM, là, qui est un document d'à peu près 40 pages, disons, qui décrit en détail qui est l'entreprise. Puis, il va le partager aux entreprises qui ont démontré un intérêt. Puis ensuite, ben là, tu peux envoyer une lettre expression d'intérêt, EOI, souvent, qui décrit les grands termes de la transaction, mais pas les termes légaux, mais en général, le prix, la structure du deal. Puis là, ben, si tu en acceptes une, ben là, tu peux négocier un LOI, qui est un document un peu plus légal. Puis quand tu arrives au LOI, souvent, tu as les conditions légales qui sont définies. Puis là, tu rentres dans un entonnoir où tu vas faire ton due diligence. Puis là, tu rentres dans une spirale, puis dans un monde là, complètement fou. Pendant ceux qui l'ont fait, rient, là, mais tu vis dans une bulle pendant 2-3 mois à faire ton due diligence. Puis à la fin, tu négocies ce qu'on appelle le SPA, qui est le Share Purchase Agreement, qui est le document final au closing que tu vas signer puis qui va officiellement transférer l'entreprise ou les actions dans les mains de l'acheteur. Fait que c'est ça un processus que les gens doivent s'attendre. Puis je pense que c'est important d'avoir une bonne vision sur tout ce qui s'en vient pour ne pas être surpris à chacune des étapes ou gérer des déceptions. Parce que c'est pas parce que tu as une lettre d'intention que tu vas closer. Puis il y a différents niveaux. Fait que c'est un peu ça en gros. Tu sais, ce qui est fou, c'est que le tiers des acronymes que tu as dit, je sais pas c'est quoi, dans le fond, mais j'en ai vendu une. Ouais, c'est ça. Ouais, on en parlait tantôt. Ouais. Est-ce que tu lis tes contrats? Ah, ChatGPT n'était pas sorti, une chance. Mais grosso modo, ce que je me demande, c'est... Moi, basically, là, je pensais que ça commençait au LOI. Je pensais que c'était ça la première vraie étape. Mais de la manière que tu dresses un peu le portrait, c'est que si tu travailles avec des brokers, des courtiers qui sont habitués de vendre des compagnies sur le market, ouais. Là, il y a comme plus d'étapes un peu plus formelles. Ouais. Est-ce que toi, quand tu achètes des compagnies, tu passes par des brokers? Non. J'essaie d'éviter les brokers. Idéalement, un acheteur va vouloir parler directement au fondateur ou au management. Puis il va vouloir sauver les étapes de mettre l'entreprise en vente parce que là, il y a plus de compétition, puis souvent, il y a des enchères, puis voilà. Donc, vous autres, vous avez sauté cette étape-là, mais 100%. Plusieurs, quand vous planifiez un exit, ben vous allez probablement aller vous informer puis passer par ces étapes-là, mais vous autres, vous avez eu une offre un peu non sollicitée là, qui était alléchante, donc vous êtes allé directement au LOI. C'est ce qu'on essaie de faire aussi chez Ecosoft, honnêtement. Comme acheteur stratégique. Ouais. Ce que je me dis, c'est que dans l'espèce de littérature de vente de ta compagnie puis des tips and tricks là-dessus, ça parle souvent d'essayer d'amener plusieurs acheteurs à la table pour faire monter le prix d'une façon ou d'une autre. J'ai essayé de faire ça avec un taux de succès de 0%, dans le fond. Puis, si j'avais eu des courtiers dans le décor, peut-être qu'eux, il y avait le système ou l'expertise pour réussir à créer cette effervescence-là autour du deal. Tu vis ça souvent, toi, comme le bidding war, si on veut? Je pense que le bidding war, oui. Je pense que pour le vendeur, c'est de créer un sentiment d'urgence. Puis le momentum est clé. Il faut que ça roule, il faut que ça aille vite. Il ne faut pas que tu perdes le momentum. Ouais. Puis je pense avoir un process, ça aide à forcer tes acheteurs à rentrer dans ton timeline et non pas être à la merci de l'acheteur. Dans le fond, des fois, l'acheteur peut... ça. Fait que ça, c'est un volet important. C'est sûr que pour la valorisation, moi, je ne sais pas, honnêtement, je ne suis pas du côté du investment banking, là, mais je ne sais pas à quel point eux veulent faire une transaction le plus vite possible pour que ce soit payant. Je ne sais pas à quel point c'est le montant de la vente, dépendamment comment ils sont payés. Là. Est-ce que tu vas vraiment aller chercher le maximum? Peut-être. Je pense que tu vas plus
accélérer le processus peut-être un petit peu, là, mais... On va faire une minute noob. Comment tu définirais investment banker ou investment banking pour la crowd? Dark side of the... Ah, dis-moi plus. On a l'image un peu d'un investment banker qui est à New York, qui est de Bay Street, puis qui il travaille 20 heures par jour. Puis c'est pas mal ça. Mais non, je pense que c'est vraiment une carrière. Dans le fond, c'est des gens qui vont être des professionnels des achats-ventes, donc des transactions. C'est un réseau très fermé, underground, qui se parle beaucoup. Puis je l'ai découvert... Dans le fond, moi, dans mon travail, une grande partie, la dernière chose que je veux voir, c'est un press release ou une compagnie qui était dans ma liste a été vendue sans que j'ai été invité ou j'ai été invité à participer à un process. Là. Donc, je passe beaucoup de temps à développer des relations. La meilleure façon de découvrir des bons restaurants à New York, c'est d'aller voir les investment bankers. Ils vont sortir. Mais blague à part, là, c'est vraiment un monde où leur quotidien, c'est ça. C'est de faire des transactions, soit du côté buy-side ou sell-side. Là. Donc, des fois, ils prennent des mandats des acheteurs, puis ils vont trouver des compagnies. Des fois, ils prennent des mandats des vendeurs. Souvent, c'est ça. Fait qu'ils agissent comme les courtiers dont on parlait. Oui. Puis quand je dis c'est un petit monde, c'est que souvent, ils sont verticalisés dans certains créneaux. Mettons, moi, la finance. OK. Ben, tu sais, j'ai des expériences personnelles où je rencontrais un investment banker à New York, puis la semaine d'après, j'étais à Londres. Puis le soir même, j'avais un appel à New York disant « Hey, c'était telle transaction, tu passes par moi » ou « J'ai entendu parler que tu étais dans... » Je suis comme « Wow, OK, là, c'est trop pour moi. » là. Jesus. Mais c'est quelque chose. Puis ils sont hyper efficaces en général. Là. OK. Si tu avais à faire un guesstimate, il y a combien des deals que tu as closés sur 10 qui ont passé par des investment bankers? Souvent, moi, mon modus operandi, ce que je préfère, c'est d'aller directement au fondateur pour parler directement, puis avoir le pouls, pas avoir un intermédiaire qui est froid, puis calculé, puis qui travaille sur plusieurs fronts. Là. Je dirais que j'ai plus perdu de deals avec des investment banking ou des brokers parce qu'ils jouaient sur plusieurs tableaux. Statistiquement, c'est ça, il y a juste plus d'offres. Oui. En général, ce que j'aime beaucoup, là, c'est travailler avec des fondateurs qui vendent, qui ont un conseiller. Mais pas nécessairement un conseiller, genre un broker qui va aller chercher qui va faire un bidding, puis qui va aller chercher la meilleure offre, puis qui va être hyper froid. Okay. Un conseiller qui va accompagner le vendeur pour comprendre des choses, pour pas que moi, j'ai à éduquer le vendeur. Parce qu'autrement, c'est moi qui éduque le vendeur à chacune des étapes, puis qui gère ses émotions. S'il y a quelqu'un qui l'aide, ça, c'est parfait. Fait que la majorité de nos deals se font directement avec les vendeurs. Okay. Puis, on aime ça avoir un conseiller qui connaît ça pour accompagner le vendeur. Est-ce que vous suggérez des conseillers ou c'est... Non. Non, s'il n'y en a pas, c'est encore mieux. C'est encore mieux. mais j'essaie de voir parce que moi, je l'ai vécu, puis comme j'ai quasiment le goût de dire que mes conseillers, c'était mon réseau très, très proche de façon distribuée et mes avocats, I guess, puis mes fiscalistes. Mais c'est qui cette personne-là dans ta tête? Comment tu la... perçois, genre? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en acquisition, qui en a fait des ventes à achats d'entreprise, puis qui peut te rassurer ou te donner de la clarté sur certains termes qui font du sens. Par exemple, te ramener sur terre si tu as des demandes réalistes sur la valorisation ou ils vont t'aider à négocier, rester la tête froide. Puis, moi, j'ai des amis qui étaient de même un peu quand on c'est ça, tu avais un bon réseau, fait que tu l'avais dans le fond. J'avais les deux côtés aussi. C'est ça. Puis... J'avais du monde qui me ramenait sur terre, puis j'avais du monde qui m'envoyait dans les airs. Mais j'ai le goût que tu me parles un peu de valorisation de SaaS. Parce que là, toi, ton rôle, c'est d'aider Equisoft à croître via de l'acquisition de compagnies logicielles. Ouais. Je me suis pas trompé à là. C'est ça, non. Tu fais ça à journée longue, t'en manges. Right? Ça veut dire que, par défaut, valoriser une compagnie SaaS, ça fait partie de ton quotidien. Il y a des conseils à pu finir, il y a de la littérature à pu finir. Des fois, tu as un côté très left brain qui est comme... Je pense que c'est le bon côté que je parle. Qui est comme des formules, des calculs, des fourchettes. Des fois, tu as un côté très plus émotif, très relationnel qui est comme hey, le bon prix d'une compagnie, c'est juste le prix que quelqu'un est game de payer pour ça. On s'en fout des... Fait que, c'est-tu un art, une science entre les deux? Comment tu valorises une business, SaaS? Oui, c'est un peu des deux. Il y a des modèles établis. Là. Ça dépend du côté vendeur-acheteur. Tu sais, chez nous, ce qu'on fait quand on regarde une entreprise, on ne sort pas un chiffre de notre chapeau. Puis souvent, le vendeur va sortir un chiffre. Hey, j'ai vu une transaction à San Francisco, tel multiple, ma compagnie vaut plus parce qu'il a mis son cœur. Puis... Mais du côté de l'acheteur, on est plus froid. Fait que ce qu'on fait souvent, on prend différents modèles. Fait que tu peux prendre un multiple des revenus récurrents, ce qui s'applique au SaaS. Tu peux prendre un multiple du BAYA, donc la profitabilité, un multiple des profits.
tu peux faire un modèle discounted cash flow où tu prévois les flux de trésorerie futurs pour voir dans la durée de l'acquisition pour rembourser. Tu peux faire, puis là, bon, tu peux faire tous ces modèles-là. Puis ensuite, tu prends des comparatifs. Il y a des systèmes comme PitchBook qui permettent de faire des recherches. C'est beaucoup des compagnies publiques, mais aussi les deals qui ont eu lieu dans le passé. Fait que là, tu peux segmenter le marché, la compagnie, la taille, les différents critères. Puis là, ça te sort des comparables. Fait que là, tu prends tes modèles plus financiers, tu prends tes comparables, tu sors une fourchette, puis là, tu peux sortir une fourchette, disons, moyenne de tout ça. Puis ça te donne un peu un canvas ou une fourchette pour négocier avec le vendeur. Puis là, bien évidemment, tu peux aller plus loin puis inclure tes synergies. Tu sais, par exemple, c'est quoi la valeur pour moi en termes marketing? Est-ce que je bloque un concurrent? Est-ce que je peux y associer une valeur? Est-ce que j'ai des synergies de produits où je peux faire de upsell, cross-sell? Ça peut aussi générer de la valeur. Est-ce que par exemple, c'est un logiciel que je veux développer, donc je prévois mettre 2 millions à R&D, puis là, je n'aurai pas à le faire. Est-ce que je vais aller au marché plus vite? Fait que tu mets tout ça dans un melting pot, puis ça te donne ta valorisation. Ça, c'est du côté de l'acheteur. Puis après ça, c'est s'assurer que le vendeur est réaliste puis voit à peu près la même chose. Puis en toute honnêteté, c'est rare qu'on passe beaucoup de temps à négocier la valo. Quand les gens sont prêts à vendre, honnêtement, ils sont assez réalistes puis ils comprennent un petit peu les multiples du marché. Puis la dernière chose que je pourrais dire, c'est que les multiples de revenus récurrents, là, c'est une façon de présenter que les vendeurs apprécient, surtout dans le SaaS, mais en réalité, tu regardes le profit futur, puis il faut que la transaction fasse du sens au niveau financier. Une compagnie qui fait 10 millions de... Je vais prendre un exemple, j'en ai regardé une comme ça justement récemment. Là. Imaginez une compagnie qui fait 10 millions de revenus récurrents, c'est-à-dire, c'est des bons multiples, mais supposons qu'ils vendent juste dans un marché précis, comme mettons, ils vendent aux hôpitaux du Québec seulement, puis ça demande un staff qui coûte 9,5 millions pour rouler la business. Bien, ton multiple va être 0 ou une fois les revenus récurrents parce qu'il n'y a pas de possibilité de générer des sous. Puis, il y a le marché qui est bas ou haut, comme le marché public. Comme par exemple, nous, dans notre transaction Chronos, les multiples étaient plus raisonnables. Vous, là, je n'ai pas le bras assez long, vous avez vendu au top parce que le marché valorisait les compagnies SaaS. Perdre de l'argent ou pas, ça ne faisait pas d'importance. Gros multiple de revenus récurrents. Là, on est revenu un petit peu à la normale là, sur Terre, puis les multiples sont plus raisonnables. Là. Mais tout ça, il n'y a pas de réponse. Là. Mais bravo. Mais, écoute, j'ai pas le goût de trop parler de mes affaires de Snip, j'en ai parlé partout. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est tes formules là, pour dire voici pourquoi je justifie une valorisation SaaS à ce prix-là. J'ai des modèles, j'ai des comparatifs, j'ai tel logiciel qui m'a sorti des fourchettes. Après ça, j'ai analysé, mettons, les synergies que ça me donnait, comme tu parlais, stratégiquement dans ma business. À quel point tu es transparent là-dessus quand tu mets un chiffre sur la table pendant le deal? Est-ce que tu l'expliques? Est-ce qu'on te demande de l'expliquer? OK. Oui, on essaie de le communiquer parce qu'il y a un raisonnement. On essaie de communiquer qu'on n'a pas sorti un chiffre de notre chapeau. Notre offre, on ne veut pas insulter personne non plus. Là, l'idée, c'est de payer le prix juste. Puis, on sait qu'on a fait une bonne transaction, quand on a l'impression d'avoir payé un peu trop cher, puis le vendeur a l'impression de ne pas avoir vendu assez cher. Souvent, tu es dans le sweet spot. Là. Mais on l'explique, mais ce que je fais des fois, c'est que je peux partager des rapports. Mettons, rapport de marché. Là. Les investment bankers, entre autres, ce qu'ils font, ils sortent souvent des revues mensuelles des différentes transactions puis des multiples. Fait que je peux passer un petit rapport en disant, mais regarde, tu te situes dans telle catégorie, là, t'es pas là. Qui vient d'une source tierce, agnostique. Crédible. Ça peut être des multiples de compagnies publiques, mais tu sais, c'est vraiment le marché, puis qu'est-ce que le marché cherche. Maintenant, c'est beaucoup des compagnies rentables. Les SaaS de 2-3 millions de revenus qui sont à perte, l'appétit n'est pas là aujourd'hui, donc les valos sont... Elle était là plus dans le passé? Oui, vraiment. Okay. Là... Quel genre de... OK, ben parlons-en un peu de le marché, l'état du marché économique, whatever, en tech, influence beaucoup la nature, la dynamique d'un deal. OK, fair. Le marché aujourd'hui, quel genre d'opportunités sont intéressantes sur ce marché-là pour les acquéreurs stratégiques comme vous, mettons? Bien, il faut que l'entreprise ait une certaine taille, une maturité. Donc, il faut que l'entreprise soit rentable, idéalement. Fait que ça va beaucoup avec les taux d'intérêt, ce qu'on voit dans le marché public. OK. Fait qu'il faut que c'est ça. Donc, compagnie d'une certaine taille, rentable, avec une bonne prévisibilité sur la croissance. Tu sais, le hockey stick qu'on voit dans tous les teasers, là, des fois, on ne voit pas de hockey stick, puis on fait « yes ». Ça fait du sens. Prévisible.
Fait que c'est un peu ça que le marché cherche actuellement. Ça peut changer. Quand tu dis mature, là, as-tu un ARR en tête, un revenu annuel récurrent en Ben, tête? ça dépend de la... Tu sais, nous, on dit souvent entre nous, it has to move the needle. Tu sais, parce que tu investis, une transaction, ça coûte cher au niveau légal, en temps, ça coûte cher en intégration. Ouais. Fait qu'il faut que ça vaille la peine. Il faut que ça crée de la valeur après la transaction pour nos actionnaires. Fait que, tu sais, pour nous, on regarde peut-être des compagnies de 5-10 millions, 15-20, peut-être même jusqu'à 30 millions de revenus récurrents. C'est une compagnie en bas de 10 ou 5 là, US, là, mettons, là, il faut faire une bonne vente parce que ça ne vaut pas la peine pour nous. Okay. Mais pour une compagnie plus petite, peut-être là, ça vaut la peine. Là, mais le nombre de deals a vraiment diminué depuis 2021. Okay. Il y a autant d'argent qui se dépense ou qui s'investit, mais dans moins de transactions et des compagnies plus imposantes. Fait que, OK. Puis, c'est ça. Donc, vois-tu ça comme un peu une consolidation de certains plus gros joueurs puis de part de marché? Un retour sur terre. Retour sur terre. OK. Sur les valos. Okay. Consolidation, je pense que les investisseurs sont prudents. Les firmes de VC, puis j'en parlais encore ce soir, c'est drôle, hein, mais ça valide un petit peu, mais les firmes de VC se débarrassent de tout ce qui n'est pas rentable ou qui ne donne pas les résultats. Fait qu'on voit beaucoup de startups qui sont délaissées par les VC, ils ne sont pas capables de lever des fonds. Avant, honnêtement, tu pouvais lever 10-15 millions avec un PowerPoint de 6 pages. Là. Ouais. Maintenant, il faut que tu te lèves de bonne heure. Il y a de l'argent. C'est une belle entreprise. Tu es capable de prouver que tu délivres. Tu vas trouver de l'argent. Mais moi, je dirais plus revenir sur Terre. Là. On a vécu, je pense, peut-être une petite bulle techno. Là. Ouais, une bonne bulle. Ouais. Pas rien que techno. Tu parles de rentabilité, right? Tu parles de que c'est un critère qui t'évalue quand tu achètes une compagnie, puis que c'est de plus en plus important sur le marché d'aujourd'hui, puis on en a entendu parler beaucoup. Il y a une autre affaire que moi, j'ai entendu parler beaucoup dans les derniers mois, années, mettons, après le buzz COVID, c'est la Rule of 40, la règle de 40. T'es-tu game d'expliquer un peu à l'audience c'est quoi? Oui, la règle de 40, c'est que ta croissance ou ta profitabilité doivent donner un total de 40. Donc, 20 de croissance, 20 de rentabilité. Fait que c'est 40 ou plus, mettons. Oui. C'est une règle du pouce pour définir la santé d'une entreprise. C'est un bon target, un KPI que tu peux avoir. Là. Est-ce que c'en est un clé pour toi ou pas vraiment? Bien, après coup ça, c'est sûr que c'est un bon KPI qu'on a. Si on peut rentrer dans ce modèle-là, c'est parfait. T'sais. En tant qu'acheteur, je ne regarde pas la cible comme étant ils doivent cocher la règle du 40. Ce qu'on regarde beaucoup. Puis, tu sais, je pense que quand on est vendeur, il faut comprendre la psychologie de l'acheteur aussi, puis ses intérêts. Mais, tu sais, de notre côté, si, mettons, on cherche la croissance, on ne va pas acheter une compagnie qui va ralentir notre croissance parce que là, on diminue, tu sais, on nous impacte négativement après la transaction. Si on cherche la rentabilité, on ne va pas acheter une compagnie qui nous affecte négativement sur la rentabilité. Fait qu'on la regarde plus après, dans son ensemble, plutôt que unitairement, tu sais, les règles de 40, c'est plus. T'sais, on veut augmenter les revenus récurrents, la croissance. Bien, est-ce que l'entreprise a un taux de croissance plus élevé que la nôtre? Fait que ça nous tire vers le haut, ça ne nous tire pas vers le bas. Fait que c'est comme ça qu'on la voit un petit peu. Là. Fait que tu l'imbriques un peu dans vos propres stratégies. Ouais. Parle-moi-en d'ailleurs de ça. Genre, Equisoft, c'est quoi un peu votre thèse d'investissement, votre thèse d'acquisition, excuse? Yes. Peut-être avant de mettre en place, il y a différents types d'acheteurs. Il y a des sociétés de portefeuille comme Constellation, Harris, qui sont, eux, leur modèle d'affaires, c'est d'acheter des compagnies avec modèle récurrent, puis c'est très comptable, très financier, puis ils achètent les compagnies pour la vie, puis ils vont générer un cash flow. Il y a des private equity, par exemple, qui vont plus faire une acquisition pour faire un flip dans 5 à 7 ans, donc ils veulent doubler, tripler la taille, puis ensuite faire un exit. Un acheteur stratégique a différents modèles. Pour Equisoft, dans le fond, on a comme une matrice où on regarde chaque transaction, chaque opportunité. Bon, c'est quoi les revenus, le marché, le nombre de clients, la rentabilité, la croissance, type de produit, etc., etc. Puis ça nous donne un petit peu un score. Puis dans les drivers, là, plus spécifiquement au niveau de la thèse d'acquisition, bien, ça bouge d'année en année. Mais tu sais, pour l'instant, mettons, sur un spectre, là, ça peut être, on cherche des nouveaux produits dans nos marchés existants. Donc, un produit complémentaire dans les marchés où on est déjà présent. Fait que là, ça donne beaucoup de cross-sell, upsell, ça donne beaucoup de synergie. Parfois, ça peut être des nouveaux territoires avec des nouveaux produits. Donc, on a une diversification géographique. Celle qu'on a fait en 2021, c'était ça. On est présent, il y a des pôles financiers dans le monde comme New York, Singapour, Londres. Si tu veux dire que tu es global, ben, tu dois être présent à New York, à Londres et à Singapour. On ne l'était pas en Angleterre. Fait que essayer de rentrer de manière organique, c'est extrêmement difficile. Fait que notre thèse d'acquisition, c'est de dire on va acheter une compagnie
en Angleterre qui a dans ce cas-ci, il y avait près de 100 employés puis 150 clients des banques, institutions financières. OK. Fait que ça a été notre thèse. Aujourd'hui, on regarde plus peut-être des produits synergétiques avec notre core, donc qui peuvent être complémentaires à ce qu'on fait dans nos marchés existants. Ça ressemble à ça. C'est ça, c'est comme un spec, puis on évalue chaque entreprise, puis on les positionne de façon à prioriser les meilleurs. Puis tu sais, il y a un paquet d'étapes différentes auxquelles une compagnie peut se faire acheter, right? Puis en tant qu'acheteur stratégique, moi, ce que j'ai souvent entendu, puis ce qui fait encore du sens, tu me corriges si tu penses que j'ai pas raison, mais c'est un acheteur stratégique qui va vouloir acheter ta compagnie pour la tech, le IP, mettons, le talent, l'équipe, ou le book, les clients. Fait que c'est souvent, en tout cas, règle de pouce, ça marchait dans mon petit framework mental. Est-ce que toi, clairement, tu l'as rendu un peu plus sophistiqué que ça? Là? Genre, pourquoi tu achètes comme acheteur stratégique? Mais ma question, c'est, on s'entend que tech et talent, ça peut vivre pré-product market fit. Ouais. Avant que l'entreprise ait trouvé genre une traction vraiment sticky sur un marché, que la majorité des clients ne peuvent pas se passer de ce produit-là puis que ça soit en growth comme ça. Fait que, est-ce que ça vous est arrivé d'acheter des business quand même early qui étaient avant le fameux product market fit? Oui, on en a fait une, entre autres, à Londres. On a plus fait un investissement, ce qui est rare. On va chercher la majorité puis on se met des différents... dans ce cas-ci, on a mis différents termes là, mais ça, c'était vraiment pre-market fit, puis on voyait beaucoup de valeur dans le futur. Mais en général, on cherche des compagnies. Nous autres, on est déjà à un stade mature. Là. Exactement. Fait que ce qui colle plus avec nous, c'est des compagnies qui ont déjà une structure, qui ont déjà une maturité. Puis, acheter une compagnie qui a 10-15 employés, honnêtement, c'est plus de travail qu'une compagnie qui en a 100. Puis tu as moins d'impact. OK. Parce que tu gères chacune des personnes, chacune des émotions. Tu es beaucoup dépendant de certaines personnes clés. Puis on sait que des fois, il y a de l'attrition, puis il peut y avoir un clash dans l'intégration. Fait que tu as un risque. Puis au final, peut-être pour pas beaucoup de revenus. Fait que si tu achètes pour un IP particulier que tu veux intégrer puis faire croître, OK, fine. Mais en général, un acheteur stratégique va vouloir une certaine structure. Puis c'est acheter une compagnie qui a déjà un département de RH, qui a déjà ses processus. Tu arrimes les processus. Puis le groupe, les gens suivent. Ça va quand même assez bien. Puis quand tu as fini ta transaction, puis tu as passé des mois à travailler là-dessus, puis à impacter la business que tu vas acheter parce qu'eux aussi, ils doivent faire rouler la business puis vendre. Après, tu veux que ça génère de la valeur, puis tes états financiers l'année d'après, que tu as une croissance. Ouais. Sinon, fait que nous autres, on est plus dans le monde mature. Là. Fait que là, on a une bonne idée du type de business que tu achètes, de pourquoi tu veux les acheter via XF. Là. Combien de deals t'as exploré depuis que tu gères cette partie-là chez XF? Oui, encore là, le marché est tellement important, ça varie dans le marché. Le marché actuellement, c'est un marché, quand tu as fait ta transaction, c'est un marché de vendeurs. Oui. Il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Oui. Là, on est dans un marché, je pense, d'acheteurs. Honnêtement, le nombre de teasers là, que je reçois, je n'ai reçu un hier, je n'ai reçu un la semaine passée, je n'ai reçu deux il y a 3 semaines. T'en connais-tu? Savais-tu c'était qui personnellement, eux autres? Non. C'est okay. Plus en Inde et ailleurs, c'est pas personne d'ici. Les teasers de l'Inde. Parfait. Ça rentre de partout, là, dans tous les pays, mais c'est plus un marché d'acheteurs. Fait qu'actuellement, je dirais, on peut peut-être en regarder 50 par année qui sont qualifiés. Okay. On a peut-être 4 ou 5 où on va démontrer un intérêt, puis on va faire un petit peu d'effort pour faire une analyse financière, puis peut-être faire une offre. Puis on va en closer une par année. Ton funnel, c'est genre 50 qui rentrent, 4-5 qui sont explorés, une qualifiés, un qui close. C'est ça. Puis on n'est pas obligé de faire des transactions. Si notre entreprise va bien, puis une transaction, ça vient comme un accélérateur. Si on n'en fait pas, c'est pas grave. En fait, c'est mieux de ne pas faire une mauvaise transaction qu'en faire une. Là. Des fois, une bonne transaction, c'est celle que tu ne fais pas. Mais le ratio, c'est à peu près ça, 1 sur 50 dans notre cas. Là. Mais là, moi, je me rappelle de toute la complexité et les back and forth dans juste un deal que moi, j'ai vécu. Fait que toi, il y en a 50 qui passent, mettons. Là, tu dis « on check ça ». C'est qui « on » ? Ouais. C'est clairement pas juste toi avec genre ChatGPT Turbo +++. Là. Fait que t'as du monde avec toi, tu sais. Quoi que ChatGPT pourrait me remplacer souvent, mais on ne dira pas trop. Non, dans le fond, c'est que tu as différentes... Tu sais, je travaille pas seul, j'ai une équipe. Fait que souvent, quand tu regardes... j'ai un comité M&A qui est fait d'exécutifs.
Fait qu'on est un petit groupe, puis on se regroupe, puis on regarde les nouvelles opportunités, puis bon, je présente ma thèse d'acquisition, le business case. Puis là, si ça fait du sens, ben on a une première gate, puis on passe à la prochaine étape. Puis quand tu passes à la prochaine étape, souvent, tu crées un deal team. Donc, ça te prend des gens qui vont faire l'analyse financière, des gens légaux qui vont t'écrire tes contrats, des gens peut-être de business ou de marché. Donc, tu crées une équipe de, je sais pas, de 6-7 personnes. Puis moi, je travaille avec cette équipe-là pour mener à bien une transaction. Puis là, quand tu arrives dans le due diligence, ben là, tu embarques une nouvelle équipe où tu es dans ton deal team. Puis quand tu closes, ben là, tu as une équipe d'intégration qui prend le relais. Là, mais c'est environ une équipe de 6-7 personnes avec différentes étapes dans le processus. Là. Plus que tu avances, plus tu investis du temps, puis plus tu amènes des gens pour... OK. Fait que c'est ça, ta team, ton organisation qui te permet de cruncher à travers 50 deals potentiels. Ben, c'est ça, j'ai des outils. Là. J'ai des fichiers, des outils, des formules. Fait que là, je peux cruncher pas mal. Puis, personnellement, ce que je fais un executive summary de, mettons, 2 pages, puis je présente ça à mon comité exécutif, mon comité d'investissement. OK. Mais j'ai déjà comme préqualifié selon les critères qu'on s'est entendus au départ. Donc, évidemment, on passe pas beaucoup de temps. Souvent, des fois, je peux en présenter 4-5, puis c'est non, ça va vite. Oh, ouais. Oui. Puis un qui close sur 50, mettons, dans une année, tu considères-tu que c'est un ratio sain? Tu sais, moi, j'ai aucun référent dans l'industrie, là, genre, je suis curieux. Ben, si tu parles à une société de portefeuille, ils vont vouloir en closer 50 par année. Ouais, ben, nous, à notre taille, puis sachant que c'est un accélérateur et non pas... on a nos propres produits, puis ça va bien. Là. Ouais. Je pense que c'est gérable. 2, peut-être, c'est gérable aussi, mais 1, je pense que c'est un bon ratio là, pour nous. OK. Puis, dans le fond, ça coûte du cash acheter des compagnies? Ouais. Gros statement, Frank. Thanks. T'en as-tu de trop? Hein? Ah, c'est juste du kombucha, man. Ça fait très longtemps que je ne bois pas d'alcool. Mais le cash pour acheter des compagnies, vient d'où? Il vient de où? Il vient pas juste des poches d'Equisoft, I guess. Ben, tu veux m'en parler un peu, dans le fond? Ouais. Ben, non, en général, ça te prend des partenaires financiers. Fait qu'Equisoft, c'est une compagnie canadienne. On n'a pas de VC ou de private equity. Ça fait 30 ans qu'on roule notre boss. Par contre, on a 3 investisseurs institutionnels. Donc, on a Fonds d'Action, on a DC Canada, puis Investissement Québec qui viennent rentrer. Puis, eux, c'est des partenaires qui ont des poches profondes puis qui aident les compagnies canadiennes performantes à s'exporter. Le marché canadien, c'est peut-être 20 de notre chiffre d'affaires. On est 80 à l'international. Puis, eux, dans le fond, nous donnent, c'est les bailleurs de fonds qui nous supportent puis qui investissent quand on fait des transactions importantes qu'on ne peut pas payer avec nos liquidités ou avec la dette. Okay. Donc, si tu achètes une compagnie rentable, tu peux financer avec la dette, tu peux financer avec tes liquidités, mais souvent, ça prend un gap. Puis, nous, nos partenaires financiers sont vraiment excellents, puis ils nous supportent, puis ils nous accompagnent. Comme là, on a levé 120 millions en janvier. Félicitations. Oui, non, c'est cool, une grosse ronde. Puis, tu vois, une partie de cet argent-là est dédiée aux acquisitions. Fait que là, on sait qu'on a déjà un montant réservé. Ces gros joueurs-là, ces gros supporters financiers-là, est-ce qu'ils prennent de l'équité dans Equisoft ou c'est une autre structure? Je ne sais pas si c'est le genre de truc que tu peux parler. Oui, non, mais on peut le dire. Là, c'est public. Là. Généralement, ils prennent l'équité aussi. Là. Dans la compagnie. Ben oui, parce qu'ils sont là pour le long terme puis ils veulent créer de la valeur. Mais il y a aussi différentes formules. Il peut y avoir de la dette, il peut y avoir des prêts convertibles. Il peut y avoir... Ça dépend. Chaque cas est unique. Puis on ficelle les transactions, puis on finance aux transactions avec différents mécanismes, différents véhicules. Des fois, c'est de l'équité, mais des fois, c'est de la dette, tout simplement. Puis... Est-ce que ces 3 gros joueurs-là ont un droit de regard sur les compagnies que tu achètes ou pas? Ben, c'est sûr que c'est un travail collaboratif. Puis eux font ça day in, day out. Là, ils font des transactions, des investissements tout le temps. Fait que c'est sûr que nous, on se réfère beaucoup à eux pour obtenir leur feedback. Puis nous challenger aussi. Honnêtement, quand on passe au travers de nos investisseurs avec une transaction qu'on présente, souvent, on est pas mal rodés parce que en tout cas, les nôtres sont vraiment, vraiment bons. Puis ils nous questionnent, puis ils s'assurent que c'est une bonne transaction pour nous. Là. Donc, c'est un bon... honnêtement, c'est un bon sound check. Parce qu'on s'excite facilement. Tu sais, quand tu es entrepreneur, puis tu vois une transaction, c'est dur de ne pas s'exciter, puis on s'excite assez facilement. Fait que les investisseurs viennent nous dire « OK, les gars, êtes-vous sûrs? Est-ce que c'est la transaction que vous voulez faire? » Puis ils nous challenge. OK, nice. Puis... c'est un marché compétitif, tu l'as dit plus tôt, là, des fois tu passes par des brokers, ça crée plein d'acheteurs sur la table, tout ça. Fait que de façon générale, je sais pas combien de deals sur 10, mettons, tu es tout seul, relation directe avec le vendeur, ce qui est cool. Mais ma question pour toi, c'est plus,
c'est qui compétitionne contre toi, dans le fond? C'est-tu d'autres acheteurs stratégiques? T'as-tu des compagnies de portfolio comme Constellation, d'autres PE? Tu sais, c'est quoi le landscape compétitif dans l'acquisition pour toi? Ouais. Des fois, on ne le sait pas, des fois, on le sait, on a une idée. C'est différent. C'est sûr, quand on compétitionne contre une compagnie de portfolio ou un private equity, ben, nous, on offre quelque chose de différent. Fait que, Qui est? Ben, on offre une famille, on prend soin des employés, on care beaucoup. Si le fondateur veut quitter, ben, on lui offre cash, puis continue ton chemin, puis tout le monde est heureux. On va s'occuper de faire croître l'entreprise. C'est pas juste un deal financier. Fait que souvent, on peut offrir peut-être un petit peu plus en tant que stratégique parce qu'on voit plus de synergie, plus de valeur. Fait qu'on n'aille pas nécessairement compétitionner contre des private equity ou d'autres. Là où c'est plus difficile, c'est qu'on compétitionne contre des acheteurs stratégiques qui sont publics. Parce que quand tu es une compagnie publique, tu as une monnaie, une currency qu'une compagnie privée n'a pas. Ouais. C'est plus facile pour eux de peut-être offrir des multiples ou offrir plus de liquidité ou dans les actions, peu importe. Donc ça c'est un peu plus difficile. Mais en général, on est tellement chirurgical puis intentionnel dans nos transactions. Souvent, on les chasse des années d'avance, les cibles, puis on crée une relation. Fait qu'on essaie d'éviter ça. Puis quand on est dans un processus, ben on fait nos choses, puis le reste, ça nous appartient pas. Bien, c'est ça, tu as dit ça plus tôt, puis ça m'intéressait parce que tu as dit « Je préfère avoir une relation directe que moi, j'approche le founder, le vendeur. Ouais. » Comment tu génères ça, ces opportunités-là? C'est des années de... Podcasting, ça se passe? C'est quoi? Y a-tu d'autres choses? Ouais, c'est se promener, puis aller voir les gens, puis se présenter, mais je dirais... On dirait que t'es juste en char. Oui, non, mais... Hey! Compagnie, vente, peut-être? Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je suis dans un marché vertical assez niche. On se connaît tous. Okay, je suis pas juste au niveau canadien, au Québec, au niveau mondial. Tu connais 1000 personnes, tu connais pas mal tout le monde au monde, puis tu sais où aller cogner, puis les relations, c'est du long terme. Fait des fois, on y va par partenariat. On travaille en partenariat, on apprend à se connaître, puis le mané pas, puis il arrive un événement. Des fois aussi, là, c'est un peu plus machiavélique, mais on comprend la dynamique derrière une entreprise. Puis là, tu peux ouvrir une discussion, lancer une offre, puis là, tu sais que ça va bouillir un peu, puis ça revient 3 mois plus tard, puis oui, OK, on est prêt. Puis des fois, tu attends, mais c'est ça, c'est vraiment relationnel, là, comme... C'est le côté machiavélique, je trouve ça drôle. Mais écoute, creusons un petit peu sur ce que tu viens de dire. Tu as dit genre, OK, on connaît à peu près le contexte d'une entreprise, on peut juste lancer une offre, mettons, puis laisser ça un peu évoluer, puis quand on revient, le contexte est différent. Ça, c'est-tu un peu une gageure ou un play sur la psychologie des co-actionnaires, des co-founders va venir une fois qu'il y a une offre sur la table, ça brasse des affaires. C'est sûr. Respecter le processus, là. Ouais. Puis, tu sais, on ne peut pas parler de ta transaction, mais on peut en parler aussi, mais... on peut en parler. Tu sais, vous n'attendiez pas d'offre, puis ça a généré des discussions, puis vous cheminez, puis bon, c'est comme ça. Mais des fois, il faut provoquer les choses un peu. Puis, si le timing est bon pour nous, on peut ouvrir certaines discussions, lancer certaines questions. C'est fou, c'est nuancé, subtil. Écoute, parlons-en justement des réactions que ce genre de mouvement-là dans ton entreprise peuvent avoir. Moi, je l'ai vécu full-on, c'est-à-dire que l'émotivité, l'angoisse, les frustrations, les chicanes, on a passé par tout ça, nous autres, là, à l'interne, les 4 actionnaires. À quel point c'est un gros facteur dans tes transactions quand tu achètes un SaaS, l'émotivité ou la psychologie des fondateurs? Ça dépend tellement. Moi, personnellement, dans mon travail, là, c'est 80% gérer l'émotion, gérer la psychologie, 20% le reste. Okay. Mais l'équipe autour de moi, c'est l'inverse. Je me rends compte, c'est 80% plus froid, science, modèle, puis 20% émotion. Fait que moi, je bridge le gap un peu entre les deux. Mais c'est clair que quand tu fais une transaction, la personne a travaillé des années à bâtir son bébé. Puis là, je parle quand tu achètes d'un founder, là, je parle pas des ventes là, de private equity ou d'autres qui sont très froids, puis c'est juste comptable, là, mais c'est clairement l'émotion. Puis, tu sais, toi, t'en parles, tous ceux et celles à qui je parle qui ont déjà vécu des transactions, ce que ça brasse, là, c'est vraiment, vraiment intense, puis c'est extrêmement émotif. Fait qu'il faut respecter ça, il faut accompagner, puis que tout le monde sorte heureux. Tu sais, dans le fond, on veut que tout le monde sorte heureux d'une transaction. Là, c'est le but final. Là.
Donc, mais quand je parle de processus, c'est que comme je l'ai vécu, ben des fois, je peux comme anticiper des choses, puis en posant certaines questions, ça fait réfléchir les gens, puis tu les laisses maturer, puis tu reviens de... Je comprends. Ouais, Mais tu as beaucoup de perspectives aujourd'hui, tu sais. Parce que, un, tu es passé par là, mais deux, tu en as fait un paquet d'autres deals. Ouais. Ouais, puis une chose que j'ai vue, un pattern, qui, je pense que c'est bon pour tout le monde qui écoute, si vous êtes founder, soyez honnête dans ce que vous attendez de la transaction. Je m'explique. Une des pires choses qui peut arriver, puis ça nous est arrivé, c'est que le founder dit « L'entreprise, je suis essentiel, je veux rester, je veux créer de la valeur. » Ils font miroiter qu'ils sont essentiels et qu'ils veulent rester, mais tout ça dans le but de faire grossir possiblement le montant de la transaction, puis aller chercher des menottes de riz, tout ça. Puis nous, en tant qu'acheteurs, puis je pense en tant que vendeur, pour les employés puis pour tout le monde, c'est important de le dire. Si vous voulez quitter puis avoir un chèque, passer à autre chose, puis vous êtes déjà déconnecté de votre entreprise, il faut le dire à l'acheteur, puis on va structurer le deal de cette façon-là. Parce que sinon, on se rend compte qu'après coup, puis là, tout le monde est pris, puis il faut trouver une solution après coup. Fait que ça, c'est peut-être un petit truc, un petit conseil du côté de l'acheteur, c'est soyez honnête envers vous-même puis envers l'acheteur pour faire une transaction qui fait du sens pour vous puis qui est gagnant pour tout le monde. Je sais pas, man. On dirait que je suis comme... J'ai l'impression un peu que... corrige-moi si je me trompe, là, mais mettons... C'est sûr que c'est anecdotique, parce que moi, j'ai vécu une transaction, puis j'étais au cœur de tout ça, fait que très biaiseux, puis tout ça, mais... Mettons que tu dis, hey, moi, je suis out, là, je veux faire cette transaction-là, puis être out. Yes. Ça peut pas envoyer des messages mixtes ou pas nécessairement cool à l'acheteur de dire, cette personne-là qui a créé cette compagnie-là, qui l'a scalé, qui pourrait peut-être la scaler plus, elle croit plus en cette compagnie-là, ou genre, elle care plus à propos de cette compagnie-là, elle veut plus être là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais il y a tellement de façons de structurer une transaction, puis est-ce que tu es resté chez Douda? Je pense que tu étais honnête. Tu es un gars hyper authentique, transparent, puis tu étais honnête dans ta transaction. Mais je veux dire, il y a des gens qui se font. Pas toi, là, mais d'autres personnes que j'ai vues. On ne parlera pas de toi. C'était pas tout à fait le cas. Fait que, ouais, je comprends. Fait que ça impacte pas vraiment, honnêtement. Parce que, honnêtement, là, puis je vais te dire pourquoi. Là, dis-moi là pourquoi. C'est que 9 fois sur 10, le fondateur, ça ne fitera pas. Il va vouloir créer d'autres choses, il va vouloir profiter de ses sous puis voyager. Il ne sera pas focus dans l'entreprise. Moi, je suis un peu l'exception là-dedans, puis j'ai un rôle qui me permet d'être heureux où je suis, mais 9 fois sur 10, c'est non. Fait que nous autres, là, on prend pour acquis que ça ne fonctionnera pas. Puis si la personne nous dit ça fonctionne, bon, on va créer une structure de deal, puis ça va, on va essayer avec toi, mais on prend pour acquis que ça ne fonctionnera pas au départ. Fait que si tu le dis, ben nous autres, c'est déjà pris pour acquis, fait qu'on va juste s'arranger pour que ta vie soit plus simple après. Ouais. Écoute, je te dirais que depuis justement la vente de Snip, lancer ça se passe, je parlais à beaucoup de founders, puis il y en a qui ont exit, qui ont des earn-out, que ce qui fonctionne, c'est de coaster puis de faire son temps, pas nécessairement d'être heureux puis de grandir. C'est triste. Ouais. Ben, c'est triste, mais en même temps, je sais pas, man, tu sais, t'es où dans ta vie? T'es-tu brûlé de ce que t'as fait avec ta business avant? Tu viens-tu d'avoir 3 nouveaux enfants qui ont popé en triplet? Puis tu te dis, le earn-out, puis les bonus, puis les menottes dorées, je vais me les craquer pendant 3 ans, je vais faire la job qu'il faut que je fasse, puis après, je ferai d'autres choses. Tu sais, ça peut pas être légitime comme décision, tu penses? Ça peut être légitime. Je dis juste, c'est peut-être pas la seule façon de faire. Souvent, c'est le mode par défaut qu'on pense quand on vend, mais je dis juste, c'est pas la seule façon de procéder, puis qu'il n'y a pas tant d'impact. Il faut juste voir les deux côtés, puis prendre une décision la plus alignée avec où on est dans notre vie, puis ses valeurs. Ouais. Puis... Mais ce que je vais faire là, dans le futur, c'est que le monde qui en achète beaucoup, qui en a acheté beaucoup de business, là, comme toi, que je vais rencontrer, je vais essayer de voir si la majorité pense comme toi à ce niveau-là, tu comprends? Ouais. De genre, s'il est pour partir, j'aime mieux qu'il me le dise tout de suite. Si elle est pour partir, j'aime mieux qu'elle me le dise tout de suite. Puis pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose que, dans le fond, j'ai pas d'exposition à ça. Fait que, je sais pas. T'sais. Le côté acheteur, du moins. C'est genre, toi. Non, mais c'est très beaucoup pigote, là. Genre, je t'apprécie, je te respecte. J'ai pas rien que toi. Je sais pas comment sortir de ça, man. Je sais pas. L'autre sujet. Prochaine question. D'ailleurs, on a parlé des fondateurs qui, 9 fois sur 10, stickent pas après une acquisition. Clairement que moi, j'en suis l'exemple. Est-ce que c'est ça, l'affaire la plus tough après une acquisition?
qu'est-ce qui est le plus tough une fois? Tu as parlé que j'ai une équipe d'intégration. J'ai closé mon deal, mon équipe de M&A, on a fait ce qu'on avait à faire. Voici équipe d'intégration, intégrer cette nouvelle compagnie SaaS, Team Tech, tout. Qu'est-ce qui est le plus tough rendu là? Genre? Ouais, c'est ça. Moi, dans mon rôle, je me rends jusqu'au closing, puis ensuite, c'est la business qui s'occupe de l'intégration. C'est une équipe différente, un skill set différent. Moi, je passe à la prochaine cible. Ce qui est tough, c'est gérer les changements. Puis, vous avez été intelligent, vous êtes allé chercher quelqu'un qui vous accompagne. Mais gérer le changement, moi, personnellement, honnêtement, je le dis, c'est quelque chose je ne m'attendais pas à ça. Je prends le blâme. Là. Je pense pas j'ai fait un job exceptionnel, malgré que mon équipe m'envoyait des signes comme il faut. Avec Chronos, là, tu parles. Ouais. OK, c'est bon. Mais ça, c'est difficile. Difficile. Là. Puis avoir un timing, puis aussi, c'est la question, est-ce que le jour 1, on fait tous les changements d'un coup ou on étale ça dans le temps? Écoute, on a joué avec les deux, puis on se dit, il faut peut-être l'annoncer tout de suite, puis être prêt le jour 1, puis tous les changements, tu le fais d'un coup. Puis tu as certains principes, par exemple. Je pense que si le founder est resté, t'es mieux d'y aller quand même lentement. Parce que. Nous autres, en tout cas, c'est ça qu'on avait dit à Dune. T'es comme là, tu sais, genre, oui, on est conscient qu'il y a plein de processus d'outils puis de choses qui vont changer avec le temps, mais genre, on vient de balancer le fait qu'on n'était plus notre propre compagnie, qu'on avait été acheté. Balance-nous-en pas trop plus tout de suite. Ouais. Ça, c'était notre approche. Puis en même temps, Émilie en a parlé sur le podcast où est-ce qu'on en jase les deux, mais on n'avait pas de plan de transition, pas de plan de changement. Fait que, tu sais, on a dealé ça, puis quand c'est arrivé, c'était genre, qu'est-ce qui se passe? À qui je parle? Pourquoi? Tu sais, mais mieux avoir un plan le jour 1. Ta transaction, tu as un plan, tu sais exactement où tu t'en vas. Oui, j'aurais pu l'approuver, j'aurais pu le challenger. Ouais, exact. Je sais que j'ai raison. Il dit « Hey, Junior! J'ai le goût que tu me parles du... Comment dire? On parle de quoi? Ben, j'ai le goût... Parce que là, on a beaucoup parlé du côté acheteur, parce que c'est ton expérience Ça fait combien de temps que tu étais avec avec Xsoft, pardon? 5 ans. 5 ans? OK, je pensais que c'était plus loin que ça. Non. Le temps passe vite. Puis les vendeurs, comme moi, par la force des choses, je suis devenu vendeur de ma compagnie. Je voulais pas la vendre, mais je l'ai vendue. Puis il y a beaucoup de monde dans mon réseau qui sont dans cette position-là, ou qui se font approcher, donc ils deviennent vendeurs par défaut, par la force des choses, ou ils considèrent, OK, je suis rendu à une étape de maturité dans ma carrière, ma croissance d'entreprise, peu importe, je veux vendre ma compagnie. Ma question est assez simple, c'est, as-tu des conseils pour des founders ou des gestionnaires SaaS qui veulent vendre? Clairement, être bien accompagné, être prêt. On en a parlé beaucoup dans le podcast actuel, certains trucs au fil du temps. Tu sais, une fois que vous avez décidé comment vous voulez la vendre, puis vous êtes bien accompagné, puis vous lancez un processus ou non, peut-être vous allez développer des relations avec des acheteurs stratégiques, puis lever un flag. Hey, je suis prêt. Tu sais, comme moi, par exemple, là, j'avais déjà 2-3 acheteurs stratégiques, j'avais déjà une relation. Pour Chronos. Ouais. Okay, comme ça, si jamais un jour ça arrive, tu as des gens qui parlaient qui te connaissent. Fait que il y a différentes façons de vendre. Ça peut être opportuniste, ça peut être plus intentionnel. Mettons, on passe ça. Là. Une fois que tu as une offre, je remarque que les vendeurs regardent beaucoup le prix, qu'est-ce qui va rentrer dans mon compte, puis laissent tomber tout le reste. Le document, là, il y a 6 pages. OK, c'est quoi tout le reste? C'est quoi tout le reste? Ouais. Fait que ça, au début, là, tu mets, purchase price. Fine. Il faut lire ensuite. Il y a de l'escrow, il y a des représentations garanties, il y a peut-être des earn-out, il y a différentes choses. Il y a peut-être des rollover shares, donc une partie du montant de la vente va être roulé en action. Tu sais, comment ça fonctionne? Faites votre due diligence. L'acheteur va faire un due diligence. Vous avez le droit de faire un due diligence. Demandez à l'acheteur, sors-moi tes états financiers, je veux voir ta convention d'actionnaire, je veux. Puis là, soyez accompagné pour s'assurer que tout est bien ficelé. Puis, je pense que les vendeurs ne font pas assez ce travail-là ou ne sont pas assez insistants auprès de leurs conseillers pour dire est-ce qu'on comprend bien toutes les clauses? Parce que ça peut être matériel. Tu sais, si tu as un escrow, donc souvent quand tu fais une vente, tu n'as pas nécessairement 100% du cash dans ton compte le lendemain. Il y a un montant qui est retenu. Puis ça, c'est quoi les mécanismes pour libérer le montant? Est-ce que c'est un holdback? C'est des termes techniques, là, légaux, mais il faut s'intéresser à ça. Je m'excuse d'interrompre, mais ça me donne le goût de me lancer la tête dans le mur, tu comprends? Genre de penser à ces affaires-là. Fait que ce que tu conseilles, c'est d'avoir des bons avocats, mettons, qui peuvent le faire pour toi ou comme... Oui, une bonne équipe, puis porter attention à ça. Là, le prix de la vente, c'est une chose, mais il y a tout le reste ensuite. Là, puis ma blonde est avocate, puis elle trouve que je suis un peu trop YOLO avec les contrats en général dans la vie. Clairement, non.
J'essaie de penser, tu sais, nous autres. Ouais. Moi, je pense qu'on était bien. On a juste été chanceux dans comme. En fait, on a magasiné pour des firmes d'avocats, puis on a fini par dire on prend la plus chère, avec la personne la plus senior, la plus d'expérience, qui a fait le plus de deals, parce qu'on s'est dit, Chris, c'est la transaction d'une vie, genre, on va pas cheap out là-dessus, tu sais. Ça aussi, c'est un gamble, hein, parce que du côté vendeur, c'est comme. Nous, on n'était pas ultra financés, tout ça, on était quand même bien profitable, mais c'était dans les 6 chiffres, là, ce qui allait nous coûter les opérations autour de la vente. Le coût de la transaction. Le coût de la transaction. Ouais. Ça, tu prépares-tu les fondateurs un peu avec ça? Tu leur dis-tu, tu sais, ou tu t'attends à ce qu'ils l'apprennent eux autres mêmes? Non, tu veux leur donner quand même. Tu leur donnes un timeline. Là. Voici à quoi s'attendre, ce qui va se passer. Là. Je leur dis pas combien ça va leur coûter en frais d'avocat. Mais ça, c'est quelque chose qui se négocie, tu vois. All right, Mark, we get it. You're leaving. Thank you. Jesus Christ. Scammy cat. Oh, bye-bye. Il parle pas en français, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pas pour avoir un accent montréalais ou whatever. Ça a comme peut-être perdu mon fil un petit peu, tout ça. OK, oui. Est-ce que tu as l'impression que les fondateurs, de façon générale, sont pas assez structurés dans leur comptabilité, leur finance, leur légal, leur IP, leur RH? Parce que nous, c'était notre cas, là. Mais nous, on voulait pas vendre. Fait qu'on était assez cowboys sur certaines affaires. Ça a quand même pris du temps, genre, aller chercher les documents, les mettre à la bonne place, remplir le data room, tu sais, toutes ces affaires-là. Là. Ouais, non, il faut se préparer. Puis nous autres, c'était l'inverse parce qu'on était hyper structurés. Là, avec l'équipe de feu que j'avais, ils avaient structuré ça, puis tout était vraiment structuré. Chez Chronos, ça? Ouais. OK. Fait que, ça a quand même bien été, mais ce que je trouve qu'ils sont... Non, je dirais, j'en vois toutes les couleurs, là, honnêtement. J'ai vu une compagnie qui n'était même pas capable de trouver ses certificats d'action puis de prouver qu'il était propriétaire de l'entreprise. Puis j'ai vu des compagnies qui sont plus structurées que nous. OK, ouais. Fait que non, je pense pas que ça... Je pense que ça varie. Ça dépend des gens qui... All right. On va bouger vers la fin. Puis après ça, on va ouvrir pour des questions, genre 10 à 20 minutes, dépendamment il y en a combien. Mais avant qu'on se quitte, j'ai 2 questions. La première, est-ce que tu as changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? Oui. Une des choses les plus difficiles à être entrepreneur, je pense, c'est de gérer... Comment dire? Je pense qu'il y a des gens qui pourraient témoigner de certains comportements que j'avais. J'essaie d'éviter de créer des déceptions, de faire de la peine, puis de protéger tout le monde. Puis tu peux pas protéger tout le monde. Des fois, les gens se mettent les pieds dans les plats. Des fois, ça ne fit plus. Puis il faut prendre les décisions alignées sur les intérêts de l'organisation. Puis en essayant de protéger trop de gens, ben tu as un impact négatif autour. Fait que je pense que changer dans mon cas, c'est de dire, ben des fois, faut accepter, puis rapidement avancer, puis pas laisser des gens tomber, mais ne pas surprotéger certaines personnes qui sont des grandes personnes, des adultes, qui peuvent prendre leurs propres décisions. Là. Ouais, ça résonne donc, beaucoup. accepter de casser des œufs en faisant une omelette. Je pense que ça fait partie de la nature des choses. Ça, pour moi, ça a été difficile. C'est pas toutes les transactions qui sont parfaites. Des fois, quand tu achètes une entreprise, il y en a qui sont laissés derrière. Des fois, dans l'intégration, il y a des... D'autres, quand on achète, on ne fait pas de mise à pied, on ne fait rien de ça, mais il y a quand même des fois un peu d'attrition, puis tu fais comme Colin. Mais ça fait partie de la vie, là. Words of wisdom. Je te finis tout ça avec une dernière question, mais y a-tu des personnes, des entrepreneurs ou des compagnies au Québec qui t'inspirent ces temps-ci? Oui. Bien, je travaille beaucoup plus à l'international qu'au Québec. Mais si tu me dis donne le Québec, je pense que je vais sélectionner, si je peux me permettre, la ville de Québec. On est à Québec, on est des gars de Québec. Fait oui. que, soyons un petit peu... Oui. Il y a des gens que j'admire beaucoup qui ont des entreprises mondiales comme Martin Thériault d'Edify ou Optel avec Louis Roy ou d'autres. Mais c'est vraiment au niveau de la communauté SaaS. Je pense qu'une personne que j'ai admirée durant des années puis que on a suivi un parcours similaire, c'est Steph Guérin de Dash 10 qui a eu son exit récemment. Puis Colin, ils ont monté ça de zéro. Il y a eu différents écueils dans le parcours, mais Crime se sont rendus à bon port. Ils ont un exit, je suis super content, super, tu sais. Puis on drivé ça sans VC, organique. Écoute, c'est fantastique. Félicitations, Steph. Vraiment. Toute la team de chez Dash 10. C'est bien mérité. Il y a des nouvelles générations de startups que je connais pas. OK.
puis que je suis de loin. Puis je vois leur site web, puis ce que j'admire, c'est beaucoup l'excellence technique, le fait de ne pas lever un montage financier nuage avec des rondes, mais ils sont alignés sur un focus. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont un craftsmanship là, extraordinaire. Si je regarde, je les connais pas, là, mais les gars de Missif, je suis site, puis je fais comme, my God, ça, c'est le genre de SaaS que j'admire beaucoup. Kimobi, qui est une autre startup que je connais pas. Je connais pas les gens, mais je connais l'entreprise. Puis j'admire ce modèle-là, honnêtement. Là. Kimobi, Missif, je vais vous envoyer un bill tantôt. Je cherchais des commanditaires, tu m'as dit pas. Plug-les. Non, mais c'est cool. Puis, sinon, j'ai peut-être un shout-out, différentes personnes là, qui... Si vous avez une entreprise SaaS, pas des entreprises que je vais nommer ou des entrepreneurs, mais des ressources extraordinaires. Bien évidemment, il y a Émilie au marketing qui, je la recommande, fois 1000, tu as travaillé avec elle. Claudia, qui aide beaucoup sa mission, je pense, c'est d'aider des entrepreneurs à croître. Claudia Marcotte-Dubuc, qui est aussi ici, puis avec laquelle tu as travaillé, que j'ai travaillé. Si vous cherchez quelqu'un au niveau de la propriété intellectuelle, quelqu'un comme Vincent Bergeron chez Robic. Écoute, pour moi, lui, il est comme le... Je lui ai dit un jour, j'ai dit, tu vas être premier ministre un jour, puis si tu te lances en politique, peu importe le parti, appelle-moi, je vais te supporter. Écoute, ce gars-là est exceptionnel. Il fait des contrats SaaS, là. C'est un magicien, c'est de l'art. Là. Le contrat SaaS qu'il nous avait fait, là, c'était comme, je l'ai encore sur mon mur, c'est une œuvre d'art pour moi. Puis c'est ça, c'est des gens comme ça là, qui ont fait partie de mon parcours, qui sont exceptionnels, qui sont disponibles, je pense, à plusieurs entrepreneurs SaaS, puis privez-vous pas d'aller chercher des gens comme ça qui sont allumés et qui sont les meilleurs de l'industrie. François, ta riche expérience, ta sagesse, tes histoires, j'apprécie à 100% que tu sois venu sur le pod. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde. Si jamais vous avez des questions, il y a une ligne audio dédiée aux questions qui est juste là, derrière Raph. Et puis, dans le fond, ça va faire partie du podcast. Fait que je vous invite à y aller, honnêtement. Si jamais il y a 0 personnes qui y vont, mettons, ça va être un petit peu awkward, mais je vais être capable de survivre à ça aussi. On est-tu prêt? Oh, shit! OK! Wow, du budget. Là, on jase. Le gars, il... Like a bee, shoot out. Je pense pas, moi. Faire canceller en question. Après toi, mon ami, introduis-toi, pose la question à François. Yes, bonjour. Marc-Antoine de Like a Bee, Shameless Plug, plateforme de mise en relation pour travailleurs à temps partiel. Yes. Question pour toi. On a dit tantôt que 9 founders sur 10 à peu près restent pas dans le deal ou restent pas dans la business après le deal. Toi, tu as dit que, évidemment, tu es encore ici, donc tu es resté après le deal. Ouais. Y a-t-il des choses en particulier qui fait que tu es resté ou y a-t-il quelque chose dans le deal que tu as vu, ce deal-là, ça va faire en sorte... Tu sais, quand tu as magasiné ton deal, est-ce que tu t'es dit, ce deal-là, ça va faire en sorte que je vais pouvoir rester dans la compagnie à long terme ou c'est juste arrivé par hasard? Excellente question. Ouais. Prochaine? Non. Non, écoute, moi, je cherchais ça. Je cherchais pas un exit. Je voulais une transition vers quelque chose de plus grand. Puis, aller chercher, tu sais, la compagnie Ecosoft a été fondée par Luis Romero, qui fait 30 ans qu'il fait ça. Il est parti de zéro. Fait que, tu sais, c'est une compagnie canadienne, les mêmes valeurs. Puis, pour moi, tu sais, je cherchais une transition vers quelque chose de plus grand. Puis, tu sais, honnêtement, ça a été difficile au départ. Là, ça a été un ajustement. Mais comme j'avais cette mindset-là de dire, tu sais, oui, j'ai un exit, mais mon vrai exit, ça va être avec Ecosoft. On s'est donné le temps, puis je me suis donné le temps, puis j'ai appris, puis tout ça, puis on a appris. Puis on a trouvé un rôle qui était vraiment adapté pour moi. Puis aujourd'hui, faire partie de l'équipe exécutive d'Ecosoft, puis grossir l'entreprise au niveau mondial, ça me donne une perspective puis une expérience que jamais je trouverais dans une compagnie plus petite. Puis je l'apprécie à chaque jour. Là, les dossiers qu'on travaille, puis la complexité, puis l'environnement. Je ne sais pas, quand tu discutes, on ouvre un bureau dans tel pays ou tel pays, puis comment on adresse tel marché en Europe. C'est super excitant pour moi, puis j'ai cette chance-là de voir ça. Fait que j'ai trouvé ma place, mais initialement, je n'étais pas prêt à un exit, puis je voulais plus. Puis honnêtement, demain matin, je partirai pas une nouvelle start-up. J'ai des phases de croissance là, qui sont... Surtout entre 15 et 30 employés, là, ouf, je suis pas prêt à ça. Fait qu'est-ce que tu ferais? T'en achèterais une? 50, c'est le fun. Okay. 15, 20, non? Okay. Mais c'est ça. Fait que
Mais de mon expérience, là, en fait, il faut vraiment être clair sur ce qu'on veut, puis être honnête. Puis moi, je voulais une transition vers quelque chose de plus gros. Fait que j'ai trouvé ma place, puis j'ai trouvé une niche dans Microsoft qui me convient parfaitement. Fait que je pense que c'est possible. Là. C'est juste, peut-être, quand je dis 9 sur 10 ne fonctionne pas, c'est juste de mon expérience. Puis c'est que on n'a peut-être pas toujours été honnête du côté, où les gens ne se connaissaient peut-être pas très bien, puis voulaient l'exit, mais n'avaient pas pensé à l'après. Ou qu'est-ce qui... Puis, c'est peut-être ça aussi que, je ne vais pas parler de toi encore, mais que mon ami Martin a vécu. Mais non, c'est ça. Fait que, mais c'est une difficulté, c'est sûr. Là. Les founders puis les entrepreneurs, c'est une bébête spéciale aussi. Hein? Tu peux pas... c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Merci, man. Raphaël de Monsieur Chalet. Moi, ma question, c'était, ça ressemble à quoi les termes typiques de l'après-vente? Donc, il y a plein de termes que tu as lancés. Là. C'est quoi Ouais. Ça ressemble à quoi l'après? Plus au niveau des termes du contrat d'achat, par exemple? Oui, mais c'est quoi? C'est tu dois rester pendant 3 ans, sinon tu n'as pas l'argent. Tu sais, c'est quoi, mettons, Les earn-outs, mettons. Ouais, Ouais. les clauses ou les trucs typiques. Oui. Et que là, ce que tu retrouves dans la majorité des deals, souvent, tu as une valorisation, un prix d'achat. Puis là, tu peux avoir un holdback ou un escrow, donc un montant qui est retenu pendant une période de temps pour comme garantir certaines choses, le temps de fermer les états financiers puis de rouler la business. Tu peux avoir des représentations garanties. Donc, quand tu vas à une entreprise, tu signes avec ton sang, puis tu donnes des garanties assez larges qui peuvent aller jusqu'à 100% du montant que tu as reçu. Fait qu'il faut que tu t'assures de négocier ces termes-là aussi. Tu sais, par exemple, tu garantis que tu détiens l'entreprise que tu vends, tu garantis que tu n'as pas de poursuite en cours, tu garantis que tu n'as pas enfreint de loi ou tu détiens ton IP. Tu sais, il y a différentes choses. Fait que ces clauses-là sont importantes. Évidemment, il y a des clauses de earn-out qui peuvent s'appliquer. La clause de earn-out, c'est quand on offre une valorisation qui n'est pas alignée avec ce que le vendeur veut, tu veux bridger le gap un peu, puis dire, OK, nous autres, l'entreprise aujourd'hui, elle vaut ça. Toi, tu penses qu'elle vaut ça. On n'est pas rendu là, fait qu'on va te donner un gap, puis on va te donner un earn-out pour combler cette valeur-là basée sur des performances. Donc, tu dois, dans les 12 prochains mois, 24 prochains mois, générer tant de nouveaux revenus, signer tant de clients, peu importe. Fait que si vous avez cette clause-là, assurez-vous d'avoir des droits de gestion limités pour pouvoir aller chercher ce earn-out-là. Donc, vous allez mettre des clauses, par exemple, sur un droit de gestion spécial sur le pricing du produit ou sur l'équipe de vente ou les investissements R&D qui vont être déployés pour vous assurer d'aller chercher ce earn-out-là avec tous les moyens possibles. Et ça, c'est d'autres clauses qu'on voit. Il peut y avoir des clauses d'emploi ou surtout quand tu roules des actions où les actions vont être émises selon un vesting. Donc, l'acheteur, par exemple, vous êtes essentiel, vous êtes identifié comme essentiel, on va peut-être mettre un vesting sur les actions. Fait que supposons qu'on vous donne X montant en actions, un tiers à chaque année qui va être émis. Puis si la personne quitte avant, elle n'a pas accès à cette valeur-là. T'sais. Donc, elle laisse aller beaucoup d'argent sur la table. Fait que ça, c'est d'autres clauses qu'on voit. Une autre clause qui peut être négociée, c'est les... de fois, on dit la menotte dorée, mais en réalité, c'est que quand tu fais une transaction, souvent, surtout quand tu es une petite compagnie et tu joins une plus grosse, tu peux aussi, dans ton contrat d'emploi, négocier quelque chose d'intéressant. Ça peut être des bonnies de rétention, ça peut être... Il y a différents modèles, là, mais c'est des clauses standards qu'on voit. Il y a beaucoup de trucs au niveau de la non-compétitivité, non-sollicitation. Moi, c'est les choses qui, genre, je m'en crissais un petit peu, genre, mais plus tard, il y a du monde qui ont voulu travailler avec moi après Douda. J'ai fait, t'as peur, là. Appelez mon avocate. Non, écris un courriel pour que ça coûte moins cher. Puis, elle dit, ouais, non, man, genre, comme, idéalement. Fait que là, j'ai fait, fuck it, je vais écrire au co-founder de Douda. What's up, Peter? Je pensais travailler avec ça. Voici le contexte, ça te dérangerait-tu bien gros? Il m'a dit, non, man, c'est dans ta clause, tu peux pas. Fait que j'ai dit, alright. Ça se négocie, ça aussi, hein? Ça aussi, ça se négocie. Ouais. Puis, l'autre question, c'était au niveau des profils des personnes qui nous accompagnent, c'est des avocats, des fiscalistes. C'est quoi, mettons, la team? Ça, t'as pas le choix. Là. Fait que c'est plus, mettons, les entrepreneurs ou les professionnels qui ont acheté puis vendu des compagnies pour de vrai. Tu sais, comme, mettons, c'est con, mais François, je l'ai appelé direct, tu sais, quand j'avais ça. Parce que je savais que lui, il était passé à travers plein d'affaires dans le genre. Même chose pour un dude, mettons, un CEO à San Francisco que j'aimais beaucoup. Même chose pour, tu sais... Fait que j'ai l'impression que c'est plus des profils quasiment mentor chaman que actual conseiller que t'embauches pour ça. Je sais pas si... Ouais. T'as tellement raison, tu sais...
tu as besoin, la base, là, avocat, mais c'est ce qui manque des fois, c'est le volet fiscal. Il faut s'assurer d'avoir un fiscaliste, Ouais. puis il faut s'assurer d'avoir quelqu'un qui est passé par là du côté business, qui en a vu puis qui connaît un petit peu les pièges. Qu'est-ce qui est négociable aussi? Parce que quand tu n'as pas cet accompagnement-là, ton non-compete, est-ce que tu peux le négocier? Est-ce que c'est logique de demander de le réduire? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est market? Learn-out, c'est quoi les pièges à éviter? Fait que ça te prend comme quand tu gères ton entreprise, si tu veux éviter de faire des erreurs et aller plus vite, ça te prend un comité aviseur ou des gens proches de toi, mais ça te prend aussi des gens qui ont fait des transactions une fois que tu es rendu là. Excellente question. What's up? Salut. Moi, c'est Olivier Bellemare. Je fais du AI chez la coopérative Baseline. Moi, Yes, sir. Baseline, shout out. Ouais. Bon, Friend of the pod. j'espère que ça ne sera pas chargé, ça. Le mois prochain. J'ai une question. On a parlé, on s'entend Ubisoft, c'est quand même un gros poisson. On parlait en tant qu'acheteur. Mais je me pose la question, est-ce que des fois, vous avez des offres aussi d'achat pour vous acheter? Est-ce que vous devez négocier aussi en tant que vendeur? Est-ce que ça arrive? C'est quoi cette dynamique-là? Est-ce que c'est toi qui gères ça aussi? Wow! C'est toi qui voulais moi sur le podcast. Excellente question. Comment je peux répondre à ça? Quand tu as une entreprise canadienne, québécoise, puis tu atteins un certain niveau de revenu, mettons, on va dire 10 millions, tout d'un coup, tu deviens sur le radar de pas mal de compagnies, surtout aux États-Unis, puis le téléphone sonne, mais il sonne pas à peu près. Puis je pense que tous ceux qui ont eu des SaaS, quand vous êtes rendu à 5 millions, puis vous commencez à apparaître ces radars, là, là, vous avez des rapports, là, le téléphone sonne pas mal. Puis là, ça peut être un piège. Fait que nous autres, on est rendu quand même 1000 employés. On est une des rares compagnies de notre taille qui n'a pas été achetée. Puis une des raisons, c'est qu'on est accompagné par des EDC Canada, Investissement Québec, Fonds d'Action. Eux autres, leur mission, c'est pas que les compagnies changent de propriété puis aillent aux États-Unis. Fait que nous, quand on reçoit des appels pour dire, vous à vendre, on dit, vous autres, combien on peut-tu vous acheter? Fait qu'on n'est pas à vente. Fait qu'on est vraiment pérenne. Mais oui, le téléphone sonne pas mal. Quand tu as une niche, tu es profitable, tu as une certaine taille, les compagnies d'envergure mondiale t'approchent. Mais pour nous autres, c'est même pas une question. Puis on est comme. C'est ça, si on avait un private equity puis un VC, ça serait à la limite pas notre décision, puis probablement on aurait été vendu il y a longtemps, mais en ayant des investisseurs qu'on a choisis, qui sont patients, qui ont une vision très long terme, ils vont être avec nous tant qu'on a de la croissance, on est comme protégé, puis on peut se débrouiller dans le marché, puis être l'acquéreur. Puis je pense que le Canada encourage et a besoin de compagnies qui restent canadiennes puis qui croissent à l'international pour amener beaucoup de valeur au pays. Fait que on fait partie de ces compagnies-là qui sont accompagnées, puis ça nous donne bonne protection. Top-notch réponse. Excellente question. Merci. Man. On va en prendre comme 2-3 autres, là. Puis après ça, on va se lever les fesses de nos sièges. Salut, c'est Dominique Goulet, sans emploi, fait que t'as pas besoin de charger personne pour ça, Frank. Sans emploi depuis? Vendredi passé. Oh! Ben, je suis sur mon severance package, fait que je suis correct. Là. Okay. T'es correct. Parfait. François, on en a parlé ensemble personnellement plusieurs fois, là, mais tu as parlé que ta job, c'est 80% de gérer de l'émotif. Là. Mais toi, quand tu as vendu Chronos, y a-tu un moment là, que tu t'es dit « Oh shit ». Y a-tu un moment « Oh shit, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je vends? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que mes employés vont passer au travers? Comment ça va se passer? » Y a-tu un moment où tu t'es dit « Je suis en train de faire la bonne affaire ». Oui, non, mais constamment, tous les jours. Puis, tu sais, mon but, c'était. Nous autres, on a vécu. Moi, c'était un rachat d'associés. J'ai monté un financement pour le racheter. Il y avait déjà toute cette transaction-là. Puis, dans les entreprises, tu le sais aussi, c'est que tu as des phases. Tu as une phase croissance. Puis là, tu atteins un plateau. Puis là, il faut t'investir. Puis tu remettes des billes pour aller chercher une autre phase de croissance. Puis, c'est jamais un hockey stick. C'est souvent plusieurs hockey sticks, là. Puis, où on était rendu chez Chronos, ça faisait 15 ans. Gros financement, racheter toutes les actions. Je prenais vraiment l'entreprise au complet. Puis là, j'avais une équipe de gestion fabuleuse. Je n'ai parlé tantôt. Mais là, OK, gros financement. Puis là, il faut que je réinvestisse puis je reparte. Puis là, moi, ce qui a été le déclic, ce qui a fait en sorte que j'ai jamais regardé en arrière, ma femme m'a dit, tu sais, on a 2 jeunes enfants. Tu trimes dur depuis 15 ans. Est-ce qu'on se relance? Est-ce que tu veux vraiment te relancer de zéro quasiment, même si on était à un bon niveau, là.
Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, OK, on a peut-être fait le tour. Puis là, ce déclic-là, famille, a joué beaucoup. Puis c'est dur de regretter une décision quand finalement, tu peux finalement passer du temps avec tes enfants, puis respirer un peu, puis éviter d'avoir. Tu sais, c'est quoi, là, quand tu es entrepreneur, tu as tes clients, tes employés, tes actionnaires, tout le monde sur le dos, puis des investisseurs en plus, ça devient RNA sur le long terme. Puis aussi, ben, tu sais, Cronos, on avait besoin d'un plan de croissance, de faire des acquisitions pour consolider le marché. Je n'avais pas les moyens de réaliser ça, mais Ecosoft avait la même vision, puis avait les moyens. Ça a donné des opportunités à plein de gens chez nous. Puis, il y a des employés numéro 2, 3 chez Cronos qui sont avec nous aujourd'hui encore. Même, il y a des anciens qui viennent puis ils disent « Hey, on revoit des gens qui étaient chez Cronos à l'époque, qui sont encore chez Ecosoft après 5 ans. » Fait qu'on a ouvert plein d'opportunités. Tu sais, quand on parlait de ce qui a changé, c'est qu'il y a certains secteurs qui sont plus difficiles. Tu sais, tout ce qui est partagé comme marketing, finance, RH, c'est dur. Mais l'équipe de développement, je pense qu'on a réussi. Ça, je ne savais pas. Là. Cette partie-là était plus touchée. La partie développement, je pense qu'on l'a bien protégée. Puis ça a ouvert plein d'opportunités à tout le monde. Fait que je pense qu'on a quand même été gagnant. Puis je ne regarde pas en arrière parce que ma décision était basée sur beaucoup la famille puis offrir des opportunités aux employés. Là. Fait que c'est un peu ça qui fait en sorte que j'ai pu regarder devant puis jamais regretter ma décision finalement. Bonjour! Ouais, je vais essayer. Allô? Je suis à bout de bras. Salut. Ouais, tu veux-tu me l'organiser? J'ai l'air fun un peu. Concentre-toi, Ludo. Pourtant, j'ai des talons. Salut, je m'appelle Darina. Moi, je suis une conseillère en gestion, puis en ressources humaines surtout. Puis, je suis pas encore dans l'univers des SaaS, mais je suis bien intriguée par tout ce qui se passe. Puis, j'avais 2 questions. Tu sais, quand on fait une transaction, il y a le volet, justement, on ne sait pas toujours si le founder va rester. Est-ce que toi, tu t'organises pour parler, mettons, justement, à l'autre strate de manager, puis tu sais, t'insistes pour leur parler ou tu es capable de faire une transaction sans? Première question. Puis j'en ai une autre après, mais vas-y avec ça si tu veux. Puis, non, je t'écoute. Vas-y avec puis, deuxième question. Je m'attendais, mais j'avais des très hautes attentes. Là, c'est quand même comblé. Mais ce que je comprends, c'est que si on veut, mettons, fusionner, acquérir, etc., c'est comme notre réseau qui permet ça. Y a-t-il d'autres trucs? Comment on fait, mettons, que moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui part de zéro les choses. Moi, j'aime ça les scaler, j'aime ça les monter. Mais moi, je serais plus du genre à acheter, acquérir, fusionner. Mais le marché, tu sais, le marché secret, le marché caché, il existe. Comment on fait pour y accéder, à part avec des méchants bons contacts et bien sûr la communauté là, qui est ici? OK. Bien, premier volet de la question, oui, tu veux te rendre au management parce que c'est là que tu vas avoir l'heure juste, honnêtement. Là. Puis, tu ne peux pas te rendre au management trop vite. Il y a un certain processus, il y a un NDA en place. Puis, quand le management de haute direction te laisse accès au management, c'est que tu es déjà rendu à un niveau de sûreté que tu vas closer. Parce que c'est dur de revenir en arrière après, puis veux pas, ça commence à se parler, puis il faut que tu penses au plan d'intégration. Fait que tu veux y aller le plus tôt possible, mais tu ne veux pas y aller trop tôt non plus. Mais clairement, ça fait partie du due diligence, puis il faut avoir un bon sound check du management qui parfois te réserve des surprises que vraiment, là. Fait que c'est ça. Puis du côté du vendeur, il faut laisser aller un petit peu puis laisser le management s'impliquer dans la transaction parce que c'est tellement de travail, tu ne peux pas faire ça tout seul. Il faut t'impliquer ton équipe de direction. Tu sais, moi, je l'ai impliqué, puis sans eux, il n'y aurait jamais eu de transaction là, parce que c'est tellement intense, tellement difficile que tu dois avoir ton équipe. Fait qu'il faut que tu aies une équipe vraiment proche, puis tu aies confiance, puis que les gens soient matures, puis t'embarques avec eux. Puis du côté de l'acheteur, c'est clairement un check qu'on doit faire. Là. Même des fois, on parle aux clients, on appelle des clients, même vers la fin du processus, là, il y a des entrevues qu'il faut faire, puis on parle à des partenaires. Fait que ça va loin. Deuxième volet, bon, le marché secret, j'ai peut-être exagéré. Dans le fond, il faut juste être connecté aux bonnes personnes, puis que tu sois un acheteur sérieux, puis qualifié, puis eux vont t'alimenter parce qu'ils veulent réussir des ventes. Puis il faut que tu te positionnes, tu sois crédible, puis que tu aies un historique. Là, c'est sûr que nous autres, on a quand même une certaine taille puis un historique. Là, on a fait quand même 9-10 transactions. Si tu te lances puis tu dis, je veux faire des transactions, peut-être l'idéal, c'est oui, tu peux te présenter auprès de différents courtiers. Là. Tu appelles l'introduction, on va luncher. Mais l'idée, c'est vraiment de réseauter, je pense, dans la communauté puis d'être alerte puis de discuter. Là. Fait que, moi, c'est comme ça que je le ferais. Là.
C'est ça le grand secret. Fait que c'est parfait. Ben, c'est ça la vie en général. Hein. C'est pas la M&A qui est un secret, c'est la vie. Il faut réseauter, puis les opportunités viennent avec les gens qu'on connaît. Un emploi, l'entreprise, des clients. Tu sais, toi, ton podcast, c'est beaucoup du réseautage. C'est la même chose. Là. Cool. Merci. Merci. All right. T'en aurais une, Oli? Shoot! All right. Oli de Spectrum et Apollo 13. Je suis curieux de savoir, tu as dit que tu as commencé un peu comme dev, puis là, aujourd'hui, tu es M&A international. Tu sais, à la fin, quand tu as vendu Chronos, étais-tu déjà prêt à t'embarquer dans ce rôle-là? T'as-tu fait de quoi pour te former ou c'est vraiment l'expérience un peu au cours de Chronos qui t'a préparé à ça? J'ai fait la transition du ton technique business chez Chronos, là, puis ça a été assez dur. Là. Partir avec mon baluchon, essayer de vendre l'entreprise à l'extérieur du Québec, puis c'est ça m'a amené plus le volet business. Puis quand je suis arrivé chez Ecosoft, j'avais ma transaction. J'ai fait une transaction avec Mathieu, qui est d'ailleurs une ressource exceptionnelle à aller chercher si vous êtes entrepreneur. Là, mais Mathieu et on a fait une transaction ensemble puis avec les gars de Hook pour Didact, parce qu'on était associés dans Didact. Puis j'ai pu encore là en faire une, ça a super bien été. Puis après ça, comme j'ai dit, Chronos, on avait un plan de croissance qui amenait des acquisitions. Puis rapidement, Ecosoft, on en a fait. Puis j'étais impliqué nécessairement, puisque c'était comme la vision de consolider le marché canadien. Puis là, il y en a une aux États-Unis qui est arrivée, puis c'est tombé sur mon bureau un peu par hasard. Fait que là, je suis tombé là-dedans, dans le fond, de fil en aiguille. Puis c'est l'expérience apprise sur le tas, là, tout simplement. Puis je pense, une chance ou opportuniste. Ça n'a jamais été une carrière que j'envisageais, là, mais c'est fascinant, honnêtement, c'est un emploi là, qui est fascinant, parce que tu travailles avec des humains, puis je vois tellement de compagnies puis d'histoires, moi, ça m'alimente au max. All right. Merci à tous. Il va rester des drinks. Les responsables de chez Equisoft, je pense qu'on peut rester un petit moment encore, hein, quand même. Ouais, je vois un hochement de tête positif dans le fond. Parfait. Fait que n'hésitez pas à spread your wings. Merci à tous. Pogné pour m'écouter now. On est pogné dans un two-way. Moi pis toi, right, j'suis premier en douter top.